Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? On en parle avec Thomas Binet au programme aujourd'hui. Jean-Marie, on va parler des 5 critères pour valoriser son bien. On va recevoir Olivier Rull, fondateur de Caravel, plateforme digitale spécialisée dans la préparation de la retraite. Et avec Guy Marty, on va se poser la question sur un mot, c'est le mot action cette semaine. Exactement, mais justement, c'est parti, ça tourne. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, cette semaine, vous avez relevé les 5 critères principaux qui permettent de valoriser un bien immobilier afin de mieux le vendre. C'est quoi? Bah oui, et puis attendez, avant d'aller plus loin quand même, parce que d'abord, oui j'entends bien, mais je vais vous les donner les réponses mon cher Jean-Marie, mais mieux vendre, c'est aussi espérer vendre plus rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le sujet. Exactement, alors on va commencer par le premier critère. On le dit souvent, c'est l'emplacement. Pour bien vendre, il faut avoir bien acheté, ça on l'oublie souvent. Un quartier sécurisé bien entendu et calme sont appréciés par les acheteurs. Le deuxième critère, le style architectural qui donne évidemment un cachet à votre bien, c'est le premier coup d'œil donné au bien qui généralement est déterminant dans la notion de coup de cœur. Alors du coup on passe directement au troisième critère, ce sont les matériaux de qualité, nous dites-vous? Oui, parce qu'il faut que votre maison ou appartement soit bien construit avec des matériaux qualitatifs et répondant aux normes. Si ce n'est pas le cas, dans le meilleur des cas, ce sera une négociation sur le prix. Allez, dans la foulée, je vous donne le quatrième critère, c'est l'agencement intérieur. On voit bien la montée des émissions de coaching et de rénovation à la télé. Cette démarche de homestaging permet de repenser l'aménagement intérieur, de le dépersonnaliser afin de permettre à l'acheteur de se projeter. Allez, le dernier critère, il concerne la rénovation énergétique. Indispensable aujourd'hui avec le diagnostic de performance énergétique, on ne peut plus passer à côté. De surcroît, cela devient une véritable préoccupation des acheteurs. Ces derniers voient des sources d'économie au quotidien afin de réduire leur facture énergétique. Et juste un bémol sur le premier critère que relèveront nos auditeurs toulousains, bordelais ou nantais. Il arrive aussi qu'on ait acheté il y a 20 ans un bien dans un quartier qui était calme et dont la sécurité malheureusement se dégrade lourdement, ce qui n'arrange pas les affaires du vendeur. Tout de suite, on accueille votre invité de la semaine, mon cher Thomas. On était avec Olivier Rull, qui est fondateur de la plateforme digitale Caravel, spécialisée dans la préparation de la retraite. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet, Olivier Rull. Bonjour. Dans un rapport de la Cour des comptes de mai 2023, un nouveau retraité sur 7 ne touche pas le bon montant de retraite en raison de multiples erreurs qui pourraient être évitées. Donc la meilleure façon d'éviter ces désagréments, a priori, est de vérifier tous les ans son relevé de carrière sans attendre son départ à la retraite, d'autant plus qu'avant c'était 55 ans, maintenant on peut le faire tous les ans. Comment analysez-vous cette situation ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors en effet, la retraite, il y a pas mal d'erreurs constatées. Oui. Et à la fois, elle provient de la dématérialisation qui s'est opérée. C'est-à-dire qu'historiquement, on avait beaucoup de petits papiers pour nos salaires et c'était un petit peu perdu. Et donc, on se retrouve à 62-64 ans aujourd'hui avec la reconstitution de toute sa carrière. Ça peut paraître compliqué, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu la rigueur d'entretenir l'ensemble de leur bulletin. Alors, effectivement, vous dites reconstitution de carrière, et c'est vrai pour les plus anciens qui nous écoutent, parce qu'ils ont commencé à travailler à une époque où l'informatique n'était pas présente, donc la dématérialisation ne pouvait pas opérer. On est bien d'accord, c'est ça le constat en fait. Tout à fait. Alors, moi j'ai relevé, j'ai essayé de regarder les zones à risque pour les auditeurs. Ce sont les périodes d'apprentissage, de service militaire, donc pour les plus anciens, les périodes de chômage, ainsi que le cumul, ça c'est intéressant, de plusieurs statuts en même temps, donc, mais aussi les congés maternité, les maladies. Est-ce que j'en ai oublié, Olivier Rull ? Je ne crois pas. Je pense que le principal sujet qu'on identifie, c'est le cumul aujourd'hui des statuts. En même temps, c'est je suis auto-entrepreneur, je suis au chômage, ou je suis auto-entrepreneur, par exemple, j'ai un travail en même temps. C'est ça, c'est cette difficulté de constituer en même temps sa carrière. Exactement, c'est être dans plusieurs cases à la fois qui perd l'administration. Alors, comment on fait? Alors, on l'a dit un peu, mais on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Il faut reconstituer sa carrière. Imaginons que je sois dans cette situation, ou j'imagine peut-être être dans cette situation, et je ne veux pas me faire léser, comme un Français sur 7. Qu'est-ce que je dois faire? Le plus simple, c'est de passer par un professionnel, ce qui existe. Il y a de nombreux experts sur le sujet qui peuvent vous aider à reconstituer ces éléments de carrière et à recalculer vos droits pour savoir si l'ensemble de vos différentes retraites, parce qu'il y a plusieurs acteurs de la retraite en France, vous ont bien donné les droits auxquels vous avez droit. Donc, pour faire concret, très, très simplement ce matin, j'ai mes fiches de paye, j'ai tout mon dossier, je vais voir ces spécialistes. Alors, ce qui n'a pas de prix,
a un coût. Combien ça coûte? Vous avez une idée à peu près de cette reconstitution de carrière? Ça dépend de l'accompagnement qu'on recherche, mais Ouais. ça peut être entre, je pense, à partir de 150 à 1500 euros. En fonction du statut de chacun. Exactement. D'accord. Alors, toutes les réformes de retraite, on a vu, il y en a eu. On pense qu'il y en aura encore, bien évidemment. Il faut consacrer une partie de ses revenus, c'est ce qu'on nous explique de plus en plus, dès le premier job, dès le plus jeune âge en fait. Il faut faire une retraite privée en définitive. Et exactement, c'est le constat que nous on a fait chez Caravel, c'est que nécessairement il y avait un besoin d'épargner et de mettre de côté pour sa retraite. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'on va perdre à peu près 50% de nos revenus le jour où on arrête de travailler. C'est jusqu'à 60% pour ceux qui ont été indépendants, d'où le cumul des statuts et le problème de reconstitution. Et donc, pour pallier à ce manque à gagner le jour où on arrête de travailler, il faut avoir mis de côté. On le voit, les Français aujourd'hui commencent à mettre de côté pour la retraite à partir de 40 ans, bien que la prise de conscience soit à partir de 35 ans. Mais en fait, l'impact de commencer à épargner tôt est significatif. Ce que vous dites, c'est 40 ans, c'est déjà trop tard, quelque part. Alors, c'est jamais trop tard, on est d'accord, mais c'est un peu déjà tard. Il est jamais trop tard, mais l'effort d'épargne pour avoir le même équivalent en rattrapage sera beaucoup plus important. Alors, si on s'y met jeune, vous êtes jeune, vous avez dû faire ce constat aussi au-delà de votre entreprise, c'est aussi peut-être un parcours personnel. Quel est le bon conseil qu'on peut donner pour que ça soit aussi entendable pour chacun d'entre nous? Combien on doit mettre tous les mois? Souvent, on me demande combien je dois mettre et on me demande un montant. Et c'est pas la bonne réflexion, c'est un pourcentage. Ouais. Nous, on considère que dès 30 ans ou dès le premier emploi, il faut mettre 3 à 4% de ses revenus mensuels dans une logique d'épargne retraite. On pourra reparler d'où investir ces éléments-là. Et plus on avance dans le temps, à peu près on rajoute 0,5% tous les 5 ans. Donc c'est-à-dire quand on arrive à 55-60 ans, on cotise idéalement à peu près 7-8% de ses revenus mensuels pour sa retraite. Alors je vais rester sur les 3 à 4% en début de carrière, avant de les abonder, comme vous l'avez expliqué. J'ai pas forcément en plus de culture financière au début de ma carrière, je suis jeune, je démarre, j'ai autre chose à faire, je construis ma vie. C'est pas ma préoccupation, on est d'accord. Ces 3-4%, je dois les orienter vers quoi? Je vais pas les laisser sur un livret A, ça serait dommage. Non, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a créé Caravel. On veut vraiment créer des produits financiers sans prise de tête pour permettre à ceux qui le souhaitent de mettre ces 3-4% dans un investissement qui roule tout seul et qui permette de générer des intérêts pour bénéficier d'une meilleure rente le jour où on arrête de travailler. On nous parle souvent, Olivier Rull, d'assurance vie, de PER, le fameux plan d'épargne retraite. Bon, d'abord, est-ce que ce sont des bons placements et ou y en a-t-il peut-être d'autres alternatifs? Alors, PER et assurance vie, c'est nos deux principales recommandations. D'accord. À la fois parce qu'elles permettent d'avoir des gestions qu'on appelle déléguées. Donc, vous donnez à celui qui vous propose assurance vie la gestion de votre contrat et qui pourra l'investir pour vous. Ça, c'est extrêmement pertinent. Après, l'autre élément qu'on peut conseiller également, c'est l'achat de la résidence principale. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on a remboursé notre crédit à la retraite, c'est une dépense en moins et donc c'est une préoccupation financière bien moindre. On fait l'achat de la résidence après? C'est ça que vous êtes en train de dire? On commence d'abord par des placements en PER, on lance un PER pour prendre date, une assurance vie, et ensuite on s'occupe de la résidence principale. Oui, tout à fait, pour la simple et bonne raison que quand on commence à travailler, on n'a pas les moyens de s'acheter un logement ou une résidence principale, alors qu'on a les moyens d'investir 3% de son revenu mensuel sur un produit assurance vie ou PER. On vous recevra dans un autre numéro, on rentrera dans le détail parce que le temps nous manque, mais vous faites également des investissements sur des PER et des assurances vie auprès d'entreprises responsables. Et ça, c'est quelque chose d'important et on fera un numéro spécial là-dessus parce que, évidemment, de plus en plus, les jeunes générations sont regardantes où va leur argent en termes de placement. Merci à vous. Merci à vous, Olivier Rull. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Caravel, plateforme digitale spécialisée dans la préparation de sa retraite. Tout de suite, Thomas, on explique quelque chose d'autre. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Le coin du dictionnaire, on devrait l'appeler maintenant. On est avec notre consultant en gestion de patrimoine que vous entendez rigoler. C'est Guy Marty qui nous a retrouvés. Avec Guy, Thomas, vous allez nous expliquer l'origine du mot action. Oui, parce que dans un ancien numéro, on va déjà parler du mot obligation. Alors, dans la même veine, il y a le mot action. Alors, Guy, quel sens peut-on donner à ce mot? Action, réaction, c'est à vous. Alors, la langue française est parfois curieuse parce que le mot acte
a voulu dire document écrit bien avant de vouloir dire quelque chose que l'on fait. Donc une action, c'est un bout de papier ou aujourd'hui une écriture digitale pour tout simplement indiquer un titre de propriété. Alors, titre de propriété d'une entreprise, j'ai bien compris ? Oui, mais on peut dire dans ce cas-là que le mot action qu'on a choisi manque un peu de poésie. C'est tout sec, juste un papier qui confirme que vous êtes propriétaire. Les Anglais, eux, ont pris tout de suite, ils ont mis un contenu. Pour dire action, ils ont pris le mot share. Part, qui voulait dire à l'origine la part que chaque guerrier recevait du butin. C'est déjà un peu plus dynamique. Cela évoque une participation au bénéfice. Mais aux pertes aussi, automatiquement. Ah, l'aventure ne va pas sans risque. Et il est intéressant d'ailleurs de voir que le vocabulaire a encore évolué, puisqu'au début du XXe siècle, les Anglais, mais surtout les Américains, se sont mis à utiliser le mot equities pour désigner les actions, donc tous à égalité, dans les profits comme pour les pertes. Et pourquoi surtout les Américains, comme vous dites ? C'est une façon d'insister sur le fait que tout le monde a la même chance. Vous auriez acheté du Google ou de l'Amazon ou du Apple au tout début de ces entreprises, vous auriez multiplié votre mise par 200, 300, 1000. Enfin, tout le monde pouvait le faire, même si tout le monde ne l'a pas fait. C'est la version égalité des chances vue par le rêve américain. Et on rappelle d'ailleurs que le mot Action est aussi devenu le nom de la marque préférée des Français. C'est l'enseigne de distribution Action. Merci beaucoup Guy Marty. On vous retrouvera un prochain dimanche, dont acte si j'ose dire. À bientôt Thomas. Avec grand plaisir.